Dominique Boily. Bienvenue à Télécœur à l'émission C'était hier. Aujourd'hui, on a un invité fabuleux, mais qui ne veut pas nécessairement nous dire qu'il l'est. Je vous le présente dans quelques instants. Alors, Dominique Charette, bonjour. Bienvenue en studio. Merci. Ici. Écoute, j'ai quelques informations à te transmettre et tu me dis si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, on va investiguer. Est-ce que tu es prof d'histoire au Cégep? Oui. C'est vrai. C'est vrai. D'accord. Est-ce que tu es propriétaire d'une demeure à Saint-François-du-Lac? Oui. C'est aussi vrai. Est-ce que tu es un homme curieux, passionné, affable, avenant? Oui, bien, curieux, passionné, oui. Oui. Les autres qualificatifs, je ne sais pas. Mais, Non? Non. Mais curieux, oui. Oui. Moi, je peux peut-être confirmer que tu es affable, tu es un Bon. gars généreux, disponible. Et puis, si tu es au cégep avec tes étudiants, probablement que tu es assez disponible pour eux, Oui. quand même. Oui. Oui? On pourrait dire ça. Oui, oui, oui. J'aime bien, étant donné que l'émission s'appelle C'était hier, on va investiguer le fait que tu es professeur d'histoire, mais j'aime bien aller voir qui était le petit Dominique Charette. OK. On ne se connaît pas, nous autres, ou très, très peu. On s'est parlé quelques minutes à un moment donné, mais je t'ai imaginé, OK? OK. Un peu comme le jeu de Mastermind, OK? Je donne des éléments, puis tu me dis si je suis dans la bonne couleur puis la bonne séquence. OK. Alors, moi, je pense que tu aimais lire des livres. Oui. Oui, ça c'est vrai, d'accord. Moi, je pense qu'un prof d'histoire, ça a une mémoire d'éléphant. Oui. Oui, une mémoire en tout cas assez impressionnante. Mais ça écrit beaucoup, hein? Ça Oui. prend des notes. OK, oui. d'accord. Je peux pas me fier à ma propre Mais mémoire c'est une des fois. caricature, la mémoire d'éléphant, là aussi. Ben, des fois, il y a des choses que je me rappelle puis que je me dis tout le monde devrait se rappeler, tu sais. Puis Ouais. je trouve ça drôle, comme exemple, en quelle année Jacques Cartier est arrivé au Canada, puis Ouais. il y a du monde qui font comme, oh, tu sais, c'est flou, c'est C'est un vague. mercredi. Ben, mais là, tu te dis, voyons, 1534. Mais c'est ça, c'est parce que justement, pour moi, ma conception de l'histoire, c'est pas ça. C'est pas une suite de dates sur une chronologie de ligne du temps. Là. 1534 plus 1608 n'égale pas 1759. OK. C'est pas, tu sais, Ouais. fait que la mémorisation de dates puis de noms, c'est principalement ce que les jeunes disent que j'aime pas l'histoire à cause de Oui. ça. C'est mémoriser des noms, des dates. C'est qui, lui? Tu sais, Lionel Groulx. C'est une station de métro à Montréal. Là. Pourquoi faudrait-je mémorise? Fait que c'est là qu'on se dit, OK, il y a une façon autre de faire l'histoire pour rendre ça intéressant plutôt que juste stimuler la mémoire. Oui, OK, d'accord. Mais enfant, tu étais un garçon qui aimait puis retenir des informations. OK. Oui. Mais dans une perspective, pas nécessairement pour déranger les gens, pour dire, ben, mon Dieu, c'est. Mais c'était vraiment pour une rétention d'informations de ta passion. Oui, ben OK. oui. D'accord. Moi, je pense que tu avais de l'intérêt pour les antiquités. Est-ce que ça se passe? Ben, d'aussi loin que je me rappelle, puis c'est comme ça que je raconte mon histoire à moi, c'est que je suis une génération qui a été élevée par des émissions pour enfants là, à la télévision dans les années 80, dont une émission qui s'appelait Les Mystérieuses Oui. Cités d'Or. Oui. Puis c'est quand j'étais assez vieux, peut-être vers l'âge de 6-7 ans, quand j'ai compris que à la fin de ces émissions-là, les 2 minutes de reportage, c'est vrai. Donc, les Aztèques, les Mayas, les Incas, le Machu Picchu, ça a existé, c'est vrai, tu sais. Et c'est là que je me suis dit, mon Dieu, mais c'est faut que j'aille voir ça, tu sais. Oui. Puis je pense que dans ma propre conception de qui je suis, là, j'ai dit, ben si je vais devenir historien, tu sais, à cause de ça, à cause de ce que j'ai vu dans la petite enfance. Puis ça va marquer tout le long de ma vie, là. Une anecdote, tu sais, j'avais 30 ans, puis j'avais des amis à la maison, puis on écoutait encore, j'ai le coffret DVD des Mystérieuses Cités d'Or, puis on écoutait un reportage, puis là, je disais à mes amis, je dis, quand je vais être grand, moi, je vais y aller, tu sais. Puis là, ils me regardent en disant, mais t'es grand, t'as 30 ans. Oh, tu peux y aller, Dominique! Ils t'ont donné l'autorisation! Ça a pris quelques jours à peine que je me suis réservé le billet d'avion, l'hôtel, puis je suis parti backpack tout seul au Mexique pour aller voir les villes. Oui, je voulais aller voir ça. Puis quand je suis revenu, j'ai vraiment eu l'impression de dire « Ah, hey, mission accomplie! » Oui. Hein, je voulais le faire depuis que je suis tout petit, ce rêve-là, puis je l'ai fait. Tu sais. OK. Puis, est-ce que tu n'as pas été trop déçu? Non. au contraire. J'y suis allé. J'étais allé dans une des grandes villes mayas du Mexique, la ville de Palenque. Puis j'y suis allé en une semaine sur le site archéologique, j'y suis allé 3 fois. Ah oui. Puis à un moment donné, tu sais, il y avait une autre émission aussi quand on était jeune qui s'appelait Indiana Jones avec le chapeau puis le fouet. Puis il y a un moment donné où, quand j'étais dans les ruines de Palenque, un matin, les portes ouvrent, je fonce dans le site archéologique jusqu'à un des temples.
Je monte les escaliers, je m'assois, puis je sors un cahier de notes avec des crayons, puis je me mets à dessiner. Puis là, je me dis, tiens, le fantasme de petit gars qui se prend pour Indiana Jones, là, ben ça y est, je le suis, là. Je suis dans les ruines Mayas, j'ai mon cahier à dessin et je suis en train de dessiner les temples que je vois là, puis la forêt, la canopée des arbres, puis je suis en train de dessiner ça, moi, là, tu sais. Fait que non, c'est un voyage qui a été plus qu'enrichissant, là. C'était comme si j'accomplissais un rêve, Oui. carrément. As-tu vécu des émotions particulières? As-tu pleuré? T'es-tu ému? Est-ce que ça se dit, ça? Oh, oui, OK. oui. Ben, pour l'anecdote, parce que c'est fou comment est-ce que on sous-estime même hein, ce qui se passe à la petite enfance, parce que je descends de l'avion, je suis à une ville qui s'appelle Villahermosa, c'est à peu près à 3 heures du site archéologique de Palenque. Le reste du voyage doit se faire en car, en autobus. Et là, ben, en sortant de l'aéroport, je m'en vais au comptoir pour réserver un taxi pour aller jusqu'à l'hôtel pour passer la nuit. Puis quand je réserve le taxi, après ça, je me vais d'abord, puis un autre Québécois, grand, les tatous sur les bras, cheveux rasés, qui dit « Je pense qu'on va à la même place. » Puis j'ai dit « Tu vas à Palenque? » Il dit « Oui. »« Ah, embarques-tu avec moi? » J'ai dit « Oui. » Fait qu'on est 2 gars, on s'est croisés là à l'aéroport, on a passé la semaine ensemble. Puis quand on est arrivé à Palenque, en fait, la ville, il y a une ville touristique avec les hôtels, puis les restaurants et tout. Fait qu'on va à notre hôtel, on dépose nos sacs, puis là, on ressort dans la ville pour dire, OK, où sont les autobus, où sont les transports pour nous amener au site archéologique? Il était 2 heures de l'après-midi, c'est pas grave, on rentre dans un bus qui nous amène jusqu'au site archéologique. Puis là, quand on rentre dans le site, ça prend 30 secondes que tu es devant les temples. OK. Puis là, il faut imaginer justement 2 Québécois, 2 hommes, 2 adultes. Mais ils ont 10 ans dans leur tête, là. Puis qui voient ça en faisant comme « Oh! » Fait que, je sais pas, quelqu'un d'extérieur à nous aurait vu, on aurait passé pour 2 clowns, Oh, oui. mais vraiment, on est en train d'accomplir un rêve. Je suis dans un rêve, là. Je suis dans les mystérieuses cités d'or, tu sais. Ouais. Fait que, c'était tout un voyage, là. Puis oui, mais ça a juste duré une semaine, tu sais, je veux dire, c'est pas grand-chose, là. Une semaine intense. C'était une semaine où je bouclais une boucle de quelque chose, Oui, ouais. intéressant. Bon, je reviens à mes autres OK. affirmations. Oui. Là. On a fait un très beau détour et c'est très heureux. Moi, je pense que tu étais aussi un gamin qui aimait le contact avec les adultes, qui aimait poser des questions et qui avait un intellect très, très, très fort, en tout cas, puis le souci, le désir de le nourrir, cet intellect-là. Oui, bien, j'ai eu quelques modèles, je pense. Oui. Bon, j'avais une vie d'enfant, puis je vivais comme un enfant, là. Je faisais des forts dans la rue l'hiver avec les amis, puis on se lançait des boules de neige. Mais le voisin à ma grand-mère, Oui. c'était un prêtre. OK. Puis c'est lui qui nous a baptisés, mon frère et moi. Donc, des albums de photos d'enfants, du plus vieux que je peux reculer dans les albums de photos, où est-ce que je suis bébé dans une église, bien, le prêtre est là, en uniforme, pour faire le baptême officiel. Mais lui, puisque c'était le voisin de ma grand-mère, moi, je l'ai toujours connu habillé en uniforme de vêtements de Big Bill, des vêtements de travail. Là. OK. Puis il y a une casquette, puis un pinceau, parce qu'il est en train de repeindre son garage. Tu sais. Donc, c'est un monsieur d'une grande érudition, un monsieur d'une grande politesse, beaucoup d'entre-gens, mais très humble. À un point tel qu'une fois, j'étais chez lui, je travaillais avec lui à repeindre son garage, je présume. Puis il y a des gens qui arrêtent, puis qui l'ont vu, puis qui l'ont reconnu, puis qui l'ont appelé Monseigneur. Puis il a répondu « Oui. » Mais il était en Big Bill avec des taches de peinture sur lui, tu sais. Puis se faire appeler Monseigneur comme ça, moi, je trouve que c'est ça qui est beau, c'est que, tu sais, le titre, la position sociale, le statut dans la société, N'évoque pas le quotidien toujours. c'est ça, Ouais. tu sais. L'homme a une valeur même s'il porte une casquette puis des vêtements tachés de peinture puis un pinceau, tu sais. Fait que je pense que ça va m'influencer beaucoup, puis j'ai toujours considéré cet homme-là avec beaucoup de respect. Même s'il est mort depuis plusieurs années aujourd'hui, là, je continue à dire que ça a été quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence. Ouais. Et tes parents ont assurément été présents aussi pour nourrir un peu tout ça. Est-ce que tu étais un aîné de famille, Dominique? Oui. OK, d'accord. Donc, au niveau de la responsabilité et tout ça, est-ce que c'est toi à qui on a donné un peu plus de responsabilité? Ouais.
Ouais, peut-être. Peut-être. Mais moi, les plus beaux souvenirs que je me rappelle de ma famille quand j'étais petit, c'est les voyages qu'on faisait l'été. OK. À chaque année, les vacances estivales, on avait une tente roulotte, puis on partait de différents coins du Québec. Puis encore là, hein, un enfant de 8-10 ans qui va visiter la citadelle de Québec, voir les soldats à la garde en rouge, les uniformes rouges, puis c'est impressionnant, tu sais. Donc, ça m'a toujours... la curiosité a toujours été là de vouloir découvrir autre chose. Puis, ça a été quelques étés, hein, mais à chaque été, on voyageait d'une région à l'autre, au Québec. Puis, on découvrait des nouvelles choses, on découvrait de nouveaux espaces, de nouveaux coins. Puis que je me disais, mon Dieu, mais c'est le fun. C'est le fun de voir que c'est riche chez nous, là, géographie, histoire, culture, tu sais. Alors, ça m'a influencé positivement, je pense. Puis, ces voyages-là aussi, les voyages forment la jeunesse, c'est le cas de le dire. Alors, juste, c'est pas grand-chose non plus, là. Des vacances, 2 semaines de vacances en camping avec les enfants, puis ça l'a modelé, là, le futur. Puis j'ai dit, ça, c'est un beau souvenir de mon enfance que je garde. Ah, intéressant. Écoute, Dominique, on a compris que très jeune, tu avais de cet intérêt-là et cette curiosité, assurément, là, pour comprendre un peu ce qui s'était passé, donc dès les premiers instants de notre vie, de la vie sur Terre, en tout cas. Ouais. Depuis que j'ai atteint l'âge de raison, mettons Oui. 6-7 ans, parce qu'avant ça, je ne m'en rappelle plus, là. Mais, mettons, quand j'étais assez vieux pour comprendre que les cités d'or à la télévision, c'est vrai. Ouais. Puis qu'il y a de quoi, tu sais, dans la jungle, en haut des montagnes, il y a des civilisations qui étaient là bien avant nous. Ça va me marquer, là. OK. Puis là, tu dis, bien, moi, je veux continuer cette soif-là de savoir et investiguer davantage, puis aller un petit peu plus loin. Donc, on ne se questionne pas trop pour savoir si je vais aller au cégep à l'université. Est-ce que c'était dans les cartons un peu? Puis je te pose la question, est-ce que tes parents sont des universitaires? Non. Non, ils ont fait le cégep, ils ont fait leur carrière. Mon père, plus tard, a fait des études plus poussées là, à l'école publique, l'école de gestion des affaires publiques, mais sinon, non, j'ai été comme le premier de ma famille, fratrie, là, à atteindre l'université. Mon frère aussi a fait l'université, donc... mais bon, quand j'étais au secondaire, je me posais la question en disant, ouais, peut-être professeur, tu sais, c'est ça les hommes, les femmes que je vois dans mon entourage, les professeurs à l'école. Mais quand je suis arrivé au cégep et que j'ai vu le prof d'histoire du cégep, que lui se permettait de s'asseoir sur le bureau de la classe, les jambes pliées, puis là, à parler, là, puis j'ai fait « Oh, c'est ça que je veux devenir. Oh! » Parce que c'est un spectacle qui est monté, mais on retient de l'information, mais c'est un bon spectacle. Oui, oui, c'est un bon spectacle, mais c'est surtout la passion, tu sais, que la personne parle, puis quand il parle, c'est intéressant. Oui. Et j'ai continué, je suis allé rapidement, peut-être trop rapidement, parce que j'ai posé la question qu'est-ce que ça prend pour devenir prof au cégep, puis on m'a dit, ça prend un bac en histoire et peut-être aussi un diplôme de 2e cycle. Fait que, OK, j'ai enchaîné ça, puis sans me poser de questions, tu sais. Puis c'est à la maîtrise que j'ai eu la conversation avec mon directeur de maîtrise. Dans son bureau, on parlait beaucoup, puis il m'a dit une phrase qui résume l'essentiel. Il me dit, tu sais, Dominique, c'est les profs passionnés qui font des cours passionnants. Puis s'il y a une phrase que je dois retenir, que je vais mettre dans un petit encadré sur le mur, c'est ça, tu sais. C'est les profs passionnés qui rendent les cours passionnants. Alors, ça aussi, c'est comme dans mon bagage qui définit qui je suis comme professeur, à dire, je le disais tantôt peut-être, là, l'histoire, c'est pas juste de la mémorisation, c'est pas mettre des dates en suite logique pour voir ce que ça donne au bout, tu sais. L'histoire, c'est essayer de comprendre, tu sais. Une des plus belles questions qu'on peut poser, c'est « Ouais, mais à cette époque-là, la personne qui a fait ça, à quoi il pensait? Oui. Y a-tu conscience, ce gars-là, qu'en plantant sa croix puis son drapeau au nom du roi de France, y a-tu conscience qu'il a changé le monde, tu sais? Puis ça, c'est des questions que ça se résume pas à une équation mathématique de date, là. C'est vraiment rentrer dans le ressenti, se mettre à la place d'eux, tu sais, essayer de comprendre comment les autres perçoivent ce que tu fais là, tu sais. Alors là, on fait de l'histoire autrement. Puis c'est ça. Moi, je trouve ça passionnant comme ça. Oui.
Alors, c'est ce qu'on essaie, en tout cas, de transmettre aux étudiants de par ton métier. Cette passion-là, on ne peut pas tous être de très bons historiens. Ouais. C'est pas ce qu'on souhaite. Je pense pas qu'on est modeste lorsqu'on transmet nos savoirs, mais ultimement, il faut aussi incarner un peu ce qu'on essaie d'expliquer ou d'exprimer. Oui. Est-ce que dans ton engagement, c'est aussi important? Tu dis, bien, il y a des gens qui, il y a plusieurs décennies, plusieurs siècles, ont fait des gestes importants en ne comprenant pas tout l'impact que ça pouvait avoir. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on peut en faire à petite échelle? Nous, c'est un peu ça aussi qu'on veut transmettre comme information? Oui, bien, tu sais, bon, l'histoire, c'est une des sciences humaines qui est enseignée au cégep, mais tout est relié, l'histoire, la psychologie, la géographie. La philosophie. La philosophie, oh oui, Oui. qui est derrière tout ça. Hein, tu sais. À quoi qu'ils pensaient, ben, c'est vraiment d'être dans la philosophie. C'est être capable d'amener une curiosité aux gens, c'est être capable de stimuler les gens pour dire que, tu sais, il y en a d'autres qui ont vécu. Il y en a beaucoup d'autres aussi qui ont vécu des choses. Puis, tu sais, à la blague, je le disais encore à la blague parce que dans les registres de sépulture à l'église du village de Saint-François-du-Lac, on peut remonter loin dans tous ceux et celles qui sont enterrés au cimetière. Puis des fois, on trouve des fiches, puis c'est des gens, des enfants, ils sont morts à 2 jours, 3 mois, tu sais, 3 semaines. Et quand tu regardes le nom, puis c'est toujours le même. Puis c'est toujours fils de la même personne. Puis là, tu vois que ça fait 4, 5, 6 enfants morts en bas âge du même couple. Tu te dis, ouais, mais tu sais, moi, ma vie, mes problèmes, hein, c'est pas grand-chose, hein, on va passer. Fait que c'est là que ça permet de relativiser aussi, tu sais, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et se rendre compte que, c'est ça, il y a d'autres personnes qui ont trouvé des réponses aux problèmes qui font partie de la vie, qui ont fait partie de la vie depuis des siècles, puis qui sont encore là, tu sais. Alors, ça aide beaucoup. Puis pour les jeunes du cégep qui sont en questionnement, qui se définissent beaucoup leur identité, c'est le fun de voir que les questions qui se posent ont déjà été répondues, puis que ça les aide beaucoup à avancer, à cheminer, puis à surmonter les défis. Donc, c'est un travail qui est au-delà même que de transmettre de la connaissance. Tu sais. Je le sais, j'ai conscience que je peux changer le destin de gens qui sont en classe avec moi, puis que c'est tout à fait ordinaire. C'est des détails que j'aurais pu dire, tout comme quand j'étais petit, puis que je suis allé voir une exposition dans un musée, puis qu'il y avait un guide qui a pris le temps de me raconter des choses, puis que j'ai fait « wow », tu sais, je suis privilégié qu'on me raconte ça. Bien, c'est ça. C'est des fois en classe, garde toujours en tête que tu peux permettre peut-être de faire le battement d'aile d'un papillon qui va faire changer le destin de quelqu'un des années plus tard. Fait que c'est là que je dis, c'est un beau défi, c'est un beau métier, mais c'est une science humaine, avec des valeurs du savoir-être, comme on dit à l'école, l'empathie, la curiosité, l'ouverture à l'autre. Donc, c'est au-delà que juste mémoriser des dates. C'est vraiment aller à ce qui définit profondément c'est quoi l'être humain. Fait qu'on est dans des sciences, je veux dire, molles et pas, là, dans le sens où il y a quand même un peu de flou là, à travers tout ça. Hein? C'est ça, oui, tout à fait. C'est pas des sciences dures et précises. Non. C'est pas des sciences exactes. C'est des sciences qui sont très, très d'opinion. C'est des sciences qu'il faut que tu comprennes qui tu es, d'où tu viens, c'est quoi l'angle d'approche que tu as. Puis, tu sais, une des bonnes questions en introduction dans le cours d'histoire, je dis aux élèves, vous savez, les sciences pures comme les mathématiques, 2 plus 2, ça fait 4. Peu importe dans quel angle tu viens ou peu importe c'est quoi ton background, 2 plus 2 fait 4. Par contre, si on pose la question, ouais, tu sais, la conquête de l'Amérique par les Européens, est-ce que ça a été une bonne ou une mauvaise chose pour les Amérindiens? Ah, ouais, OK. Il y a des nuances, là. Ouais. Ça dépend toujours de quelles lunettes on a, en plus. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est là qu'il faut dire, OK, il peut y avoir plusieurs réponses possibles à une question. Tout dépendant de l'angle qu'on a, de l'approche qu'on a, de la sensibilité qu'on a aussi. Fait que c'est ça que certains disent à tort que c'est une science molle, mais non, c'est une science qui est en mouvance. Oui. T'sais. Peut-être qu'on devrait même changer le nom pour dire que les sciences humaines, c'est des sciences vivantes. Oui. Les sciences vivantes. Et j'allais dire, moi, stimulante, parce que je trouve ça fabuleux d'aller un peu plus loin dans notre quête d'information, assurément. Et il y a encore une fois une mouvance à partir du moment où on reçoit de l'information d'un professeur. Et on le disait tout à l'heure, avec le niveau de maturité, savoir qui on est, là, c'est pas vrai qu'à 17 ou à 18 ans, quand on est au cégep ou à peu près, on est capable de savoir vraiment qui nous sommes. Et
d'avoir une propre identité et une idée de ce qu'on fait qui n'est pas nécessairement celle de nos parents Oui. et qui n'est pas nécessairement celle qu'on a apprise ailleurs, même à l'école primaire ou à Oui. l'école secondaire, où des gens ont voulu absolument nous transmettre ces valeurs-là. Alors, on peut être même en choc avec nos propres valeurs, nos propres idées. Et ce n'est pas dit. Ouais. Les jeunes qui s'assoient en classe, il y en a qu'on voit qui viennent en classe de reculons. Parce que peut-être qu'ils sont en train de jongler avec toutes ces préoccupations-là en tête. Fait que quand tu arrives, toi, en disant genre, en quelle année Samuel de Champlain a fondé Québec, il va te dire, je m'en fous dessus, toi. Tu sais. Parce qu'effectivement, c'est pas dans ses préoccupations. Là. Il y a d'autres choses à gérer. Donc, quand tu prends le temps de parler avec les jeunes, c'est important d'établir un dialogue. Tu sais. Ce que je dis, c'est que moi, enseigner l'histoire ou enseigner d'autres disciplines au cégep, c'est un prétexte pour établir une communication, pour établir un lien de confiance, pour établir que les jeunes regardent en disant « Ouais, ce prof-là, il est cool, tu sais, viens en classe. » Tu sais, du monde qui dit « Ah, je n'irai pas au cours aujourd'hui. » Non, 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 viens en classe, tu vas voir. Le prof, là, ce qu'il dit, là, c'est le fun. Puis, on verra plus tard qu'est-ce que tu auras compris de ce que j'ai dit, mais si je suis capable de stimuler l'intérêt, de persévérer, de continuer les études. Mais après ça, on étudiera justement en quelle année Champlain a fondé Québec puis pourquoi. Tu sais. Mais pour l'instant, Ce sera un détail. c'est On ça. saura Une chose à la savoir fois. à peu près à quel moment, mais sinon... est-ce que tu prends tes présences, toi, en classe, ou Oui. tout le monde est là? Non, il faut prendre les présences. Oui, c'est les règles. Et les consigner, tout à fait. Oui. Mais il ne doit peut-être pas avoir trop de gens qui sont absents dans tes cours si tu es très intéressant comme ça et passionné, passionnant. Des fois, on me met des bâtons dans les roues. J'ai un cours, je finis le cours, cet automne, mon horaire, mon cours de géographie du monde est le vendredi de 3 à 6. Ah, mon Dieu, les cours de... C'est ça. Mais c'est sûr que c'est ça, c'est moins... c'est pas une case horaire très, très Ben agréable. non. Puis là, les étudiants, ça fait une semaine qu'ils vont à l'école, que tous les profs leur présentent la même routine, Ouais. c'est-à-dire le calendrier des activités, les évaluations, nanana. Fait que moi, ce que je leur dis, j'ai dit, OK, les documents sont là, vous pouvez les voir, mais je vais résumer en une phrase, là, l'engagement de l'élève, l'engagement de l'enseignant. Et moi, ce que je vous dis aux étudiants, si vous venez à mon cours de 3 à 6, mais moi, je vais m'arranger pour que ce soit le fun. Oui. Puis que si vous sortez de la classe à 6 heures, vous avez l'impression de dire « Hey, j'ai appris de quoi? C'était le fun aujourd'hui, là. J'ai pas perdu mon temps. » Bien, si vous avez cette impression-là en quittant le cours, je vais avoir fait mission accomplie. Oui, C'est ça. oui, tout à fait. Ah oui, puis pour en avoir eu à quelques reprises des cases horaires de 3 à 6, c'était le groupe qui était le plus présent. Probablement parce que le spectacle était intéressant, assurément, puis vous ne voulez pas le manquer avant de se rendre au vendredi. Peut-être, Oui. peut-être. J'ai ton CV, Dominique, on a bien compris. Déjà, très, très tôt, tu avais cette curiosité, l'intérêt pour l'histoire, savoir qui on est, mais à travers justement des spectres un peu différents. On est au-delà finalement des dates Ouais. aussi. Moi, je veux parler de racines. Nos racines, tes racines, la racine du Québec, des Québécois. Pourquoi ça, d'après toi, c'est important d'avoir des racines? Oui. S'enraciner un peu, s'enraciner. ce verbe-là? Oui. J'avais la conversation hier avec un collègue, puis il disait, vous savez, hein, un peuple, c'est comme un arbre. Ça doit avoir des racines profondes pour s'enraciner dans la terre. C'est ça qui va l'aider à faire face aux grands vents. Quelqu'un ou une nation ou un peuple qui n'a pas de racines va se faire déraciner lors des grands vents, l'adversité, la tempête qui souffle. Ça va créer des ravages. Tu sais. Donc, plus on est enraciné dans qui on est, mieux on va pouvoir faire face au contre-coup, à l'adversité. Peut-être que c'est, je fais un exemple, là, la pandémie. La pandémie que socialement, on a eu... un bon vent d'en face. Un hein? bon vent, une bonne tempête à traverser. C'est ça, exactement. Puis on disait, c'est quoi qu'il faut? Bien, ça prend de la solidarité, puis ça prend le ça va bien aller, tu sais. Après ça, on s'est mis à parler de prenez soin des autres, prenez soin de vous, tu sais. Puis ça, c'est santé publique, là, c'est autre chose, mais je pense qu'on a voulu faire la même affaire, c'est-à-dire revenir aux racines même de, tu sais,
prenez soin de votre santé, prenez soin des autres, soyez là pour eux, solidarité, ça va bien aller. Et c'est ça, ce sont ces messages-là qui ont permis de passer au travers l'adversité, les vents contraires, le confinement, mon Dieu, tu sais, la deuxième vague, troisième vague. Ah! Fait que ça prend des racines, ça prend être solidement ancré là, pour pouvoir faire face au vent quand ça souffle. Et tu es allé chercher des racines puis des curiosités. Ici, tu es allé au niveau des forces. Oui. Oui. Ouais. Raconte-moi ces aventures-là. Ben, mes deux parents ont fait de la réserve à Sherbrooke. Et puis, quand j'avais 15 ans, peut-être, j'ai demandé à mon père, pour une job d'été, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis, il m'a dit, pourquoi tu n'essayes pas les forces? Puis, j'ai dit, ben, pourquoi je n'essaye pas? Effectivement, je connais rien, donc j'ai tout à découvrir. Oui. Wow! Une nouvelle aventure pour Dominique! Exact! C'est après avoir réussi le cours de recrue que là, je portais l'uniforme et le béret que je me dis, bon, ça y est, je suis dans l'armée. Qu'est-ce que je fais ici? Mais c'est donc là, bon. tu n'étais pas habillé en Big Bill. Là. Non, non, là, tu avais un niveau hiérarchique. Là. Oui, c'est ça. très hiérarchique. Ah, c'est une culture à part. Oui. C'est différent. C'est formateur aussi. Oui. J'ai quand même fait 13 ans. Oui. Donc, il y a dû avoir eu quelque chose là-dedans que j'ai aimé. Sinon, je pense pas avoir taffé aussi longtemps. Mais oui, effectivement. Qu'est-ce que tu es allé chercher? Tu dis, il y a assurément quelque chose qui t'a fasciné, qui t'a intéressé pour que tu puisses y rester pendant une dizaine d'années? Oui. À bien y penser, je pense que c'était l'espèce d'expérience que je pouvais vivre. Bon, depuis que j'étais au secondaire, que je lisais, puis là, je lisais les livres sur la Seconde Guerre mondiale. Puis, tu sais, les Allemands à Stalingrad, là, quand ils disaient qu'il y avait froid puis qu'il y avait faim. Ouais. Puis là, moi, je suis dans un exercice militaire de la réserve ici au Canada. On s'entend, là, c'est pas grand-chose. Oui. Mais j'étais dans un exercice, j'avais 17 ans. J'étais tout en sueur parce que j'ai couru toute la journée. Puis là, il fait en dessous de 0. Puis là, je suis le fire picket en pleine nuit dans le bois, puis je grelotte. Puis là, je me dis, OK, oui, je pense que je peux comprendre quand les Allemands me disaient qu'ils ont souffert à Stalingrad. Ouais. Je peux comprendre, là, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a cette expérience-là d'être en contact avec ce que les gens ont vécu. Puis, encore là, tu vois, c'est pas comparable parce que j'ai pas vécu le front, j'ai pas vécu les tranchées de la Première Guerre mondiale. Par contre, j'ai vécu un été où l'exercice de guerre, où là, tu es peinturé en vert avec des feuilles, puis que ça a duré 9 jours. Mais sur les 9 jours, il a plu pendant 8 jours. Et là, tu es mouillé à un niveau que j'avais jamais vu. Là. Mouillé à un point tel que tu fais ça comme ça, puis ça revole, tu sais. Tu dis, mon Dieu, j'aurais plus jamais sec de ma vie. Là, ça ne reviendra pas. Puis il pleut encore. Après 1 heure, après 2 jours, c'est quand même après 3 jours que là, tu es fatigué, puis que ton sleeping bag est tout mouillé. Puis là, tu te dis, non, je pourrais pas dormir cette nuit, là, parce que j'ai plus rien de sec. Ouais. Puis là, tu fais comme, OK, ça, c'est dur. Combien de milliers, combien de millions d'autres ont vécu ça, mais sous le feu des balles, en guerre, tu sais? Probablement pas avec les vêtements que tu avais non plus. En plus, tu sais, c'est ça. Fait que l'armée a été un moment où j'ai pu comme vivre des expériences, puis faire un parallèle. Puis, voyez-vous, je pense que c'est c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup parce que, bon, à Saint-François, où on a la maison, on a aussi un jardin. Puis, c'est un jardin, on investit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, surtout justement au moment du printemps, quand il faut tout faire. Puis, je lisais un livre d'autrefois avec des photos d'époque, puis il y avait deux femmes qui ouvrent une petite porte d'un jardin. Le jardin était bien entretenu, bien taillé, tu sais. Puis, dans la légende en dessous, c'était marqué « Pouvez-vous imaginer le temps investi par les gens à l'époque pour s'occuper de leur potager? » Sans machinerie. Sans machinerie, c'est ça, à la main, là. Puis je regarde ça, la légende, dans la photo en noir et blanc, puis je dis, je pense que je peux comprendre. Oui. Oui, avec le temps, justement, pour désherber, pour préparer la terre, pour ensemencer, pour arroser, pour faire attention au gel, s'il annonce un gel la nuit, tu sais. Je peux comprendre. Ouais. Quand que je vois une photo d'histoire, puis qu'on me demande, genre, pouvez-vous imaginer ça? Là, à 2-3 exemples, là, je ne peux pas dire que j'ai tout vécu, mais à 2-3 exemples dans ma vie, je peux dire, ouais, je peux comprendre. Donc, l'expérientiel, l'expérience, il y a une sensibilité chez toi à pouvoir être capable de vivre tout ça. Oui, de vivre, oui. Là, je te pose une question, j'ai écrit ça hier.
Est-ce que tu penses que c'est l'histoire qui t'a choisi ou c'est toi qui as choisi l'histoire Ouais. dans ton parcours? Ouais. C'est moi qui ai choisi l'histoire. Oui. Parce que, justement, si j'avais pas écouté les émissions des Cités d'Or, j'aurais pas fait ça. Si j'avais pas eu le déclic en lisant ou en regardant des reportages à la télévision pour dire, mon Dieu, mais ça existe, j'aurais pas eu de la curiosité. Fait que je pense que c'est moi qui ai choisi l'histoire. Ouais. Tu aurais pu faire autre chose, tu crois? Et je sais pas quoi. OK. Et c'est ça qui est drôle, hein? Oui. Je ne sais pas quoi. Ben, quand tu nous en parles, on a l'impression qu'il n'aurait pas pu avoir autre chose. Il y avait un professeur que j'avais assisté à une conférence il y a des années, là, à un congrès, puis le prof, tu le voyais lui aussi, qui était passionné de ce qu'il faisait, puis il me l'avait dit comme ça, à tout bon point, il dit, dire, si je n'étais pas prof au cégep, là, je hurlerais de rage. Ah oui. Et j'ai le même feeling moi aussi, là, j'ai l'occasion de faire ce que j'aime comme travail. Et on est payé. Et on est payé Voilà. en plus, tu sais. Fait que Ouais. si je faisais pas ça, là, je hurlerais de rage. Je sais pas, honnêtement, j'ai jamais pensé comme, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Parce que je fais ce que j'aime. OK. Puis ça me suffit, là, tu sais, je fais ce que j'aime. C'est déjà beaucoup. Oui, tout à fait. Autre question, qu'est-ce qui t'a emmené à Saint-François-du-Lac? Ouais. C'est intéressant quand même parce que Ouais. tu n'es pas natif du centre du Québec Non. ou quoi que ce soit. Là où j'ai vécu le plus longtemps, c'est à Sherbrooke, OK. parce que j'ai fait mes études universitaires. Oui. Puis là, ce qui est le fun, c'est que quand on étudie l'histoire des cantons de l'Est, il y a une carte des cantons Oui. de l'Est qui finit un peu au nord de Drummondville. OK. Puis c'est traversé par la rivière Saint-François. Mais la réalité, c'est que la rivière Saint-François continue au-delà de la carte des cantons de l'Est. Ah oui, ben oui, c'est pas balisé de même, ça. Ça tombe pas dans un trou, là, dans la... Non. Fait que ça continue jusqu'au lac Saint-Pierre. Puis ce bout de rivière-là, je le connaissais pas. Puis... On part à l'aventure, chérie. C'est ça. C'est ça! Pourquoi pas? Alors, quand pour la première fois, quand j'ai roulé puis que je suis arrivé dans ce coin-là, Oui. sur le pont, entre Saint-François et Pierreville et Odanak, et là, je regarde le village de part et d'autre de la rivière, puis je fais comme, mon Dieu, mais c'est quoi cet endroit-là que je connaissais pas? Puis c'est la même rivière que Sherbrooke, là. Alors, je me suis dit, ça, c'est... Puis j'étais en transit, je voyageais. Fait que j'ai dit, bon, j'ai pas le temps de faire tout le tour, mais il va falloir que je revienne là, tu sais. Et là, la vie a fait en sorte que j'ai connu quelqu'un, qui est devenu ma conjointe, qu'on a vécu ensemble, et c'est bien terre à terre, c'est bien plate, mais on s'est dit, on pourrait s'acheter une maison. Dans la réalité d'aujourd'hui, acheter une maison à Montréal, fait qu'on a dit, on va regarder en périphérie pour voir qu'est-ce qu'on pourrait trouver. Puis, elle a vu une annonce sur Centris d'une petite maison à Saint-François-du-Lac. Puis j'ai dit, ah oui, Saint-François-du-Lac, j'ai passé là une fois. Fait qu'on a fait un petit voyage, on est retourné là, puis là, on a visité la maison. Puis, bon, la maison est à côté de l'église du village. Oui. C'est la 5e église de la Seigneurie, bâtie de 1842 à 1849, en pierre des champs, avec le cimetière autour de l'église, quelque chose de pittoresque. Oui. Puis c'est à côté de la maison. Fait que j'ai dit à ma blonde, j'ai dit là C'est un signe. ben voilà, faut l'acheter, tu sais. Puis après ça, on s'arrangera avec les rénovations qu'il faut faire. Pour la payer aussi. Oh, oui, c'est ça, faut la On payer. s'organisera bien, chérie. Ouais, ben, on s'organisera bien, mais Oui. on le prend. Ouais. Fait que c'est ça, on n'a pas plus posé de questions, on l'a pris, puis encore là, voyez-vous, encore une autre aventure, c'est quand on s'est dit, ouais, il va falloir faire les réparations, hein. Là, c'est centenaire, là, c'est ce que je Ouais, comprends. ouais. Alors, on ne peut pas Ouais. faire n'importe quel type de rénovation. Non, puis il y a des matériaux aussi qui ne sont pas les mêmes, et Oui. puis il y a des techniques aussi. Je fais, OK, fait que là, j'ai appris beaucoup. Mais t'aimes beaucoup, ça, beaucoup. être, toi, dans l'empathie, se mettre à la place de, là, donc... Oui, ouais. Sauf que c'est ça, tu sais, défoncer les murs d'une cuisine, à un moment donné, où est-ce que tu aimerais ça que ta cuisine faut que ce soit fonctionnelle? Fait que tu dis, les rénovations, c'est beau, mais là, c'est pas comme des fouilles archéologiques, là, Oui, tu sais. ce serait le fun qu'on se puisse manger. Faut la finir, la job, Oui, c'est ça. la toast au beurre de pinot sans avoir trop de crépi dessus, là, oui. Ouais, tu sais. Fait que oui, il a fallu qu'on construise, mais on a fait un bon travail, je pense, puis j'ai bien aimé ça aussi, de découvrir tout l'aspect de rénovation de maisons anciennes. Puis il y a un art, hein? C'est Ouais. un art. Puis il y a des spécialistes, puis la menuiserie, l'ébénisterie, la ferblanterie, tu sais, des spécialistes là, de rénovation de maisons anciennes. Je connaissais pas ça. Fait que là, ben là, on a des revues, des magazines, bon, qui nous en Des parlent. livres puis- encore, on revient Des aux livres, livres, c'est oui, ça, oui, tu sais. On apprend beaucoup. J'apprends beaucoup, là, oui. OK. Ce serait fascinant de savoir qu'il y a aussi des ancêtres qui étaient là chez toi.
ce qui est arrivé. Dis-moi pas que c'est ça Oui, qui est arrivé. oui. OK. Ça, on l'a appris plus tard. C'est drôle, hein, parce que la maison était achetée, le terrain était dégagé, le jardin était construit, et tout. Puis, chez ma mère, elle a eu d'un oncle, en héritage, là, l'arbre généalogique familial. Oui. Mais le gros modèle de l'arbre généalogique. OK. La totale, là. La totale, oui. Puis c'est par hasard que j'ai trouvé un nom, puis c'est marqué « Marié à Saint-François-du-Lac en 1740 ». Puis Et là, on a sorti la généalogie, puis on a fait « Ah ben, on avait des ancêtres qui ont vécu à Saint-François en 1740 ». Mais là, personne ne savait ça, là. C'est en investiguant, toi, tu savais. C'était dans le dossier, mais on on devait n'avait le savoir. pas... C'est ça, tu sais. Mais là Saint-François-du-Lac prend tout un sens, parce que, OK, on a de la famille qui vient de là. Puis, de fil en aiguille, avec le livre d'histoire régionale et tout, puis quelques voyages aux archives du séminaire de Nicolette, quand ils ont démoli l'ancienne église du village en 1850, ils ont retrouvé la pierre d'assise, sur laquelle il y avait une plaque en plomb qui était marquée justement, cette plaque est déposée pour la construction de l'église en présence du sieur Crevier, seigneur de Saint-François, et de l'abbé Dugas, le prêtre de Saint-François, et quelques habitants du village. Et mon ancêtre... était dans les... Oui, Oui? Oui, il avait écrit son nom. Donc là, j'étais aux archives de Nicolette avec une plaque en plomb que je dans les mains, que je sais que mon ancêtre, il y a 300 ans, a écrit son nom dessus. Puis encore là, c'est comme l'expression ou l'expérience de dire « Wow, OK, je touche à l'histoire. » Oui. Je touche. C'est vraiment là. Oui, c'est ça. Concret, là. C'est ça. Je touche à quelque chose de concret. Okay. Puis ça, c'est fabuleux aussi. Ça fait partie du mythe, ou ça fait partie de la mythologie de dire « Je suis sur la terre de mes ancêtres. » Oui. Sans le savoir, en fait. Sans le savoir. C'est une annonce de centriste. Là, il n'y avait rien d'autre qui pouvait... Une chance qu'on l'a vu. Oui, c'est ça. Une chance qu'on l'a vu, oui. Exactement. Et là, tu aimes assez ton métier, justement, pour aller vers quelque chose d'intéressant. Donc, tu n'es pas juste un propriétaire d'une maison à Saint-François-du-Lac que tu as rénovée, mais aussi en disant, bien, moi, je vais donner, je vais investiguer, je vais m'engager, je vais exprimer des racines, en fait, là, puis mettre à jour peut-être certaines racines. Explique-moi ce que tu as fait. Bien, en creusant pour faire le jardin puis faire des plates-bandes, on trouve de la céramique, on trouve des morceaux, puis j'ai trouvé des morceaux d'une pipe en argile. Okay. Puis là, c'est assez suffisant pour que je puisse passer une soirée avec une petite brosse à dents pour le Indiana Jones. On n'a pas toutes les mêmes soirées, mais non, mais... Moi, je mange des chips un peu plus, là, oui, mais il dit, moi, je mange des chips aussi, mais je balade des quand le Canadien joue pas au hockey, à chacun ses soirées. C'est arrivé une fois quand même. Oui. Mais en parlant avec des collègues qui ont fait des études à l'université ou ça en histoire, là, mes amis me disent, là, t'arrêtes de creuser, là. Okay. Là, t'appelles un archéologue, tu dis, mais c'est mon jardin quand même, là. Ça. Fait que tout ça fait en sorte que, depuis qu'on a acheté la maison, le dicton que je dis toujours, c'est fou comment il y a de l'histoire au kilomètre carré. Oui. Si, en tant que prof, c'est les profs passionnés qui font les cours passionnants, bon, mais en tant que citoyen de Saint-François-du-Lac, c'est le petit encadré, c'est calique qu'il y a de l'histoire au kilomètre carré. Puis ça l'arrête pas. Ouais. Là, tu parles avec quelqu'un qui raconte que la maison qui a brûlé là, elle était là avant. Puis là, tu dis, ah ouais, il y avait une maison là avant. Puis tu regardes le bâtiment, tu retrouves des photos, tu fais comme, mais c'est la photo d'époque du bâtiment là. Puis tout comme finit par converger. Puis quand tu regardes le livre d'histoire, là, on avait acheté cette maison en 2019. Il y a eu la pandémie, 2020-2021. Mais là, 1673, puis là, 2023. Puis là, hey, le 350e, c'est dans 2 ans. Fait que là, j'ai dit, bon, ben écoutez, si le comité citoyen ou s'il y a des gens qui veulent préparer les fêtes du 350e, ben je vais donner mon nom, puis je vais être disponible. Fait que on a accueilli ta candidature avec plaisir, assurément. Écoutez, là, c'est le gag, c'est très drôle parce que j'étais en classe, à l'école, quand le téléphone sonne. Puis, je dis toujours aux étudiants, laissez votre téléphone sonner ou ne dérangez pas le cours parce que votre téléphone sonne. Mais là, j'ai regardé mon téléphone, puis c'était marqué « Municipalité Saint-François ». Là, j'ai dit aux étudiants « Oh, vous me laissez le temps de répondre ». Fait que là, je réponds au téléphone, puis dans le corridor, puis là, c'était José Bussière, qui est responsable de la vie sociale communautaire, les activités du développement des communautés.
personne fantastique qui est hyper active, qui travaille dans plusieurs choses. C'est elle qui m'appelle pour dire « Ouais, c'est moi la responsable qui va monter les festivités. J'ai ton nom qu'on m'a donné pour... T'es-tu intéressé à participer au comité? » Tu sais, j'ai dit « Ah, oui! » Fait que je suis revenu en classe, puis j'ai dit aux étudiants « dépêchons-nous à finir la session ensemble parce que dès l'été, moi, j'ai un autre projet en histoire qui part. » Fait que c'est ça, tu sais, j'ai comme 2 métiers durant l'année. Je suis professeur, mais durant l'été, je travaille comme historien. Puis c'est ça que j'aime aussi, c'est que en travaillant comme historien, j'ai l'occasion de parfaire la pratique de la science historique, tu sais. Puis revenir en classe ensuite pour l'enseigner à dire « Hey, vous savez, des fois, hein, on organise une entrevue avec des gens, puis ça se passe pas comme prévu. » Ouais. C'est la réalité. Oui, tout à fait. Oh, très intéressant. Moi, j'ai lu aussi qu'il y avait une BD. Ah! Parce que là, on dessine et tout ça. Donc, tu as un autre talent. Ouais. Explique-nous ça. J'ai pas le temps de le développer, ce talent-là, mais c'est la bande dessinée, en fait, c'est quand j'étais aux études que je disais, une histoire vaut 1000 mots. Puis on revient encore, j'ai grandi en lisant des bandes dessinées, j'en ai mangé des bandes dessinées quand j'étais jeune, puis j'ai toujours trouvé ça le fun de pouvoir plonger dans l'image, de voir des choses. Puis la question, quand il était venu le temps de pousser la pédagogie à la maîtrise, je disais, le général Rommel, Seconde Guerre mondiale, le général allemand Rommel, disons qu'on lit une biographie de lui, que là, il dit justement en Cyrénaïque que le Panzer Africa arrive avec les Panzer III face à la 8e armée anglaise. Puis là, je me mets dans la peau d'un jeune qui lit ça en disant genre... C'est complexe. Peux-tu me donner un visuel, quelque chose? Oui, exactement ça. C'est ça, hein? Alors, si tu te mets à dessiner justement les chars d'assaut, comment la bataille dans le désert se fait, là, on a une vision beaucoup plus... Ah, OK, c'est ça, un Panzer Mark III. OK, c'est lui, Rommel. Ah, c'est ça qu'il y avait comme équipement, les soldats dans le désert. T'sais. Et c'est là qu'une image vaut 1000 mots. Et là, c'est là qu'on peut aussi se dire, il me semble que ça devait sentir ça, nous-mêmes au niveau des sens, en disant, je vois une image, j'ai le texte, mais je peux aussi me faire ma propre image de ce qui pourrait peut-être potentiellement être arrivé. Donc, au niveau même des odeurs, les sons et tout ça. Donc, quand on a une curiosité puis une imaginaire important. Puis c'est là, on revient tantôt, on disait les sciences humaines, c'est des sciences molles. Oui. C'est parce que les sciences humaines, c'est... Quand on lit une bande dessinée, il y a une section qui s'appelle l'ellipse, qui est l'espace, la petite bande entre les 2 cases. Puis quand le scénario est bien fait, des fois, il peut se passer beaucoup d'actions entre une case et un autre. Et c'est dans cet espace-là, la petite bande blanche, c'est là que le lecteur peut imaginer ce qui s'est passé. Ouais. Donc, c'est là que, quand on rentre dans l'expérience de l'histoire, puis lire une histoire, c'est là que notre cerveau y met à contribution pour combler les trous. De dire, t'as peu, la bande dessinée ou le livre n'explique pas ce qui s'est passé, mais moi, j'ai l'occasion de déduire ou d'interpréter, puis de finalement comme combler les lacunes en disant c'est ça qui s'est passé. Puis c'est là qu'on travaille le cerveau autrement que l'accumulation de dates sur une ligne du temps puis mémoriser ça par cœur. Non, c'est vraiment comme l'imaginaire. Puis le débat ne se finira jamais à savoir l'histoire, c'est une science ou c'est un art. Bien, tu sais, c'est les deux à la fois. Pour que ce soit complet, il faut que ce soit les deux à la fois. Oui. Tu sais, 2 plus 2 égale 4, je pense pas que ça stimule l'émotion chez quelqu'un. Wow, ça fait 4! Ouais. J'ai jamais pensé ça, tu sais. Mais... Qui a déjà pensé ça à un moment donné? C'est ça, mais tu sais, les soldats qui se rendent à l'ennemi parce qu'ils sont arrivés au bout de leur munition puis qui se disent « Messieurs, c'est la fin. On dépose les armes et on se rend. » Tu fais « OK, t'es peu, là c'est chargé émotionnellement. » Puis tu te dis « Oh! » Tu sais, tout ça pour ça. Fait que là, ça amène beaucoup de participation de la part du lecteur, de pouvoir se mettre à la place d'eux pour vivre l'événement qui s'est passé. Mais, tu sais, une bande dessinée, ce n'est à la fin, ce n'est qu'une bande dessinée parce que le film peut faire autant, le jeu vidéo peut faire autant aussi. Le balado? Le balado. Parce que... L'expérience immersive, c'est ça. L'expérience immersive de se mettre à la place d'eux. C'est beaucoup plus riche, je pense, pour apprendre des choses comme l'histoire. Ouais. Puis est-ce que tu en as fait des balados? Ouais. Oui! Explique-nous. Bien, OK. Pour le 350e,
j'étais l'historien du comité. Hein. Alors, je me suis mis à lire tous les livres et les sources d'informations qu'on pouvait avoir sur la municipalité. Puis là, j'ai pu comme dresser une liste des événements ou des éléments qu'on peut voir. Que si on fait un balado avec l'application Balado Découverte, qu'on peut se promener dans le village puis arrêter devant une maison. Puis là, avec le téléphone cellulaire, on a une carte. Puis on peut peser sur une capsule qui nous donne du texte avec des vidéos. Puis là, on peut écouter et apprendre en étant sur le site pour voir la maison puis voir les photos d'époque. Fait que c'est intéressant. Mais pour faire cette histoire-là, ça prend des ancrages dans le réel. Tu sais. Bon, l'hôtel de ville, l'église, l'ancien couvent, l'ancien presbytère, ces endroits-là, c'est faisable. Mais au fur et à mesure que je lisais l'histoire, je suis tombé sur des choses. Puis ça fait partie du folklore, ça fait partie des traditions, ça fait partie des légendes même que les gens se racontent. Puis il y avait une histoire, un des livres de Saint-François qui a été écrit par un prêtre, curé Lemire, en 2005. Puis lui a interviewé l'ancienne institutrice, l'ancien forgeron, le boulanger, pour parler de leur vie. Puis c'était fort intéressant. Oui. Et quand tu lis le témoignage de l'institutrice, elle raconte une anecdote. Pas une anecdote qui ressemble à ce que tu as déjà raconté? Ah, je sais pas, mais l'anecdote qu'elle raconte, quand tu lis ça, tu te dis, mon Dieu, mais c'est une histoire de fantôme, ça. Que l'école de rang, il y avait une institutrice qui était morte, puis que là, elle a pris les deux groupes parce que l'autre était morte, puis il n'y avait pas de remplaçante. Puis que là, la cloche, un mois de novembre, tu sais, le mois des morts, au mois de novembre, dans la pièce qui était vide, il y avait une petite cloche sur le bureau pour que les institutrices ramènent les enfants à l'ordre. Elle s'est mise à sonner tout seule. Puis tous les enfants l'ont entendu et l'institutrice aussi. Fait que là, ils se sont dit, genre, madame, qu'est-ce qu'il y a l'autre bord? Puis c'est un peu comme dans les filles de Caleb, là. C'est le plus grand de la classe qui a dit, moi, y aller, moi. Fait que, il s'en va de l'autre côté, il débarre la porte avec les 30 autres enfants qui sont derrière, puis l'institutrice aussi qui regarde, tu sais. Puis quand ils ont ouvert la porte, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de son, tu sais. Fait que là, les enfants sont retournés chez eux, puis les 30 enfants ont dit à leurs parents, la cloche a sonné tout seul. Puis ils se sont tous fait dire, ben voyons donc, les fantômes, ça n'existe pas, tu sais. Mais juste cette anecdote-là, racontée par l'institutrice, c'est savoureux. Puis je me dis, OK, mais moi, je fais quoi avec ça? Je fais-tu, ben non, ça n'existe pas, tu sais. Ou je fais, on va trouver de quoi à faire. Fait qu'on a fait une liste de tous les contes et légendes de choses qui sont inexplicables, là, comme ça, là. Puis on a demandé aux enfants de l'école primaire à Saint-François de les représenter. Fait qu'on est arrivé avec des panneaux de plywood 4 pieds par 4 pieds, les pinceaux, la peinture, installez-vous, puis ce sont les enfants qui vont prendre les légendes, qui vont dire, moi, c'est celle-là que je prends. Puis qui vont les représenter. Et l'année passée, au mois d'octobre, le calendrier, c'était un vendredi 13 octobre. On a mis les panneaux debout dans un endroit là où il y a une forêt, des grands arbres, puis on a fait un parcours de légende où il y avait des conteurs avec un fanal allumé qui se promenaient pour raconter les légendes qui étaient illustrées par les enfants de la communauté, tu sais. Ça, c'était beau. C'était beau. Fait que, tu sais, l'histoire, à la fois, il y a un balado où tu peux avoir des informations puis des photos d'époque, et il y a un parcours avec l'histoire de la Dame Blanche du lac, les fantômes qu'on a vus flotter sur l'eau. Puis ça fait partie de ce qui existe dans le vécu de cette communauté-là, tu sais. Fait que ça, c'était intéressant à faire comme exercice. Encore une fois, l'expérientiel. L'expérientiel et faire participer les gens pour dire, voyez-vous, tu sais, l'histoire ne m'appartient pas. Non. C'est votre histoire. Travaillons ensemble pour la faire connaître. Il faut s'approprier un peu tout ça, même si on a 8 ans. Bien, déjà qu'on a 8 ans, tu sais. Oui. Je pense, 8 ans, c'est déjà assez pour dire, hey, c'est le fun, qu'est-ce que tu as fait à l'école? J'ai peinturé une légende, tu sais. Est-ce que je suis capable de tout comprendre de ce qu'on essaie de me faire faire? Mais au moins, il y a quand même une idée là, derrière tout ça. Oui, puis de toute façon, même si je ne comprends pas ce que je peins, c'est pas grave. Il y a un monsieur avec une lampe qui va venir nous l'expliquer. Oui, exact. Assistons à l'événement le soir, tu sais. Parce qu'on aime tous ça, se faire raconter des histoires. Voilà. Se faire raconter des histoires. Oui, c'est ça. Mais notre histoire, c'est encore plus important. On parlait de Racine tout à l'heure. Il ne faut pas oublier cette histoire-là. Ça fait partie de ce qui existe, effectivement. Puis ça serait une erreur de lire un témoignage d'une personne qui a vécu, puis de dire genre, mais non, c'est pas vrai, ça c'est faux. Et de le balayer du revers de la main. C'est comme si tu refusais de voir quelque chose qui, pour elle, c'est sérieux. L'institutrice le dit, là, je vous jure que ce que je vous dis là, c'est vrai. Puis moi, je suis à l'aise avec la vie que j'ai menée. Donc, ça a été très difficile de pouvoir retracer c'était qui cette madame-là, tu sais. Mais pour elle, son témoignage, c'est important.
Alors, moi, qui est l'historien, je n'ai pas le droit de dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça je veux pas, ça je veux. On met ça ensemble, puis on voit maintenant comment le présenter aux gens. Ouais. Puis pour l'événement, bon, le vendredi 13 octobre, je disais, bon, cette soirée-ci, où est-ce qu'on va faire le parcours de légende, pour les cartésiens rationnels, ça va être une soirée difficile. Parce que Parce qu'il va y avoir plein d'éléments pour se dire, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, voyons, ça n'a pas d'allure, ça a voyons, ça n'a pas d'allure. Puis moi, je pourrais pas vous expliquer comme le pourquoi du comment. Je suis pas là pour ça. C'est juste vous expliquer que il est arrivé ça, il y a du monde qui ont cru que c'était un fantôme, puis c'est ça l'histoire, tu sais. Fait il y a eu bien des questions en suspens, puis des choses qui n'ont pas été répondues, mais ça fait partie de la magie du discours du parcours des légendes. Je fais un lien avec la philosophie, la vérité. C'est tellement important d'avoir la vérité. Hein? Puis on parlait de balado tout à l'heure, mais tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux un peu partout. Alors, les gens qui émettent justement des opinions, des vérités, ça nuit, ça, cette diffusion indue d'informations, l'intelligence artificielle. J'ai envie de t'entendre un peu par rapport à tout ça, en lien avec l'histoire, parce que ça affecte assurément là, le cours puis les racines qu'on n'aura peut-être plus puis qui seront peut-être moins valides. Ça t'inquiète, ça? Oui. Oui, hein? Oui. L'école, là, c'est le professeur à l'école qui va parler, mais l'école se doit d'avoir une position conservatrice, c'est-à-dire avoir un pas de recul puis dire « Wow, minute papillon, là. » Là, il y a du monde qui veulent me vendre une technologie en me convainquant que c'est beau, c'est bon, ça crache du feu, ça allume dans le noir, puis wow. J'en ai-tu vraiment besoin? Puis qu'est-ce qu'on apprend à faire avec ça? C'est cette étape-là que l'école doit faire avant d'incorporer une nouvelle technologie. Parce que de toute façon, à tous les 2 ans, il y a une nouvelle technologie qui rentre. Donc, tu as juste comme fini de comprendre comment fonctionne ton bidule, que là, il y a une autre technologie qui vient de rentrer pour dire, bon, ben là, OK, un tableau blanc interactif maintenant, que là, il faut à distance peser pour pouvoir zoomer. Puis, bon, tu sais, pendant tout ce temps-là, moi, est-ce que j'enseigne quelque chose ou je suis en train de régler un problème technique avec mon affaire qui ne marche pas? Donc, c'est là que le professeur ou l'école même doit se dire, OK, t'as peu. Voici des outils. Vous, en avez-vous vraiment besoin? Et prenez le temps, comme prof, de réfléchir à ce que vous pouvez faire avec ces outils-là. Puis ça fait partie de la réalité maintenant depuis novembre 2022, le lancement de ChatGPT, que là, tu dis, OK, ça existe. Oui. On ne peut pas se dire, là, c'est... Ça n'existe pas, voyons, c'est des histoires de fantômes, On faisait dire quand même, c'est comme l'arrivée de la calculatrice, hein, parce que ça a été, on ne voulait pas nécessairement dire, on va empêcher aux enfants de compter, tout ça. Il n'y avait pas tard tant que ça, parce qu'on s'habitue à le faire avec, tu sais, le calcul mental a quand même pris un peu le bord. Là. Est-ce que tu penses qu'avec l'intelligence artificielle, même au niveau des assises historiques, là, dans cette perspective-là, ça peut aussi avoir de l'impact? Oui, bien, de ce que je comprends... Pour fabuler ou modifier, justement, l'histoire. Il faudrait que j'arrête de lire des livres d'histoire puis que je me mette à lire plus sur l'intelligence artificielle pour comprendre comment ça fonctionne, les fondements de tout ça. Mais de ce que j'en sais, de ce que j'ai compris jusqu'à présent, c'est que ChatGPT, c'est un agrégateur de contenu. Ça génère du texte. Donc, tu peux lui demander, genre, explique-moi les conséquences de la conquête en 1760 pour faire une thèse universitaire. Et il va te le sortir avec des mots recherchés, des phrases soutenues. Mais tu vas dire, exemple, OK, explique-moi la guerre de conquête pour un enfant de 6 ans. Puis il va te le sortir aussi avec des phrases bien simples, des mots très, très simples, tu sais. Fait qu'au fond, est-ce que c'est une source d'information? C'est là que moi, je dis aux étudiants, j'ai dit non, c'est pas une source d'information parce qu'on ne connaît pas comment l'intelligence artificielle va scanner les sources pour en faire le résultat. Alors, cette recherche de sources d'informations pour comprendre ce qui s'est passé, bien, le cerveau humain est encore capable de le faire. Alors, c'est là qu'on a un temps à l'école avec les étudiants pour dire comprenez bien l'opération mentale que vous déléguez à une intelligence artificielle. Comprenez bien le morceau de votre cerveau que vous laissez à quelqu'un d'autre, à une machine, le faire à votre place. Vous êtes capable de le faire. Revenons avec ça. Puis là, ça commence. Là, on a des ateliers, on a des activités, on a des occasions aussi dans les cours que je donne de dire, OK, là, on est arrivé à la limite de notre raisonnement. Voyons voir comment l'intelligence artificielle peut continuer le raisonnement. Et des fois, ça marche. Des fois, le résultat, c'est
non, c'est pas fiable. Puis il y en a qui comprennent ça, puis je pense que c'est une belle réussite. C'est quand les étudiants comprennent que, ben moi, monsieur, regardez, là, j'ai demandé à ChatGPT, puis c'est ce qui m'a sorti, là, je suis pas d'accord avec ça, fait que je prendrai pas ce que ChatGPT m'a sorti comme texte. Eh bien, bravo! Oui. Tu as été capable d'esprit critique pour comprendre que ton raisonnement logique a de la valeur. Et ce n'est pas parce que un AI peut faire comme toi que tu dois dire que lui a raison, pas moi. Non, Ouais. si tu es capable de te distinguer justement puis de dire, ben moi, le travail que j'ai fait, j'ai confiance que ce que j'ai fait est bien fait. Donc, je préfère mon travail plutôt qu'un travail qui aurait été délégué par l'AI. Ouais. Mais tu sais, on est au balbutiement, hein? Ça fait 1 an et demi, 2 ans que c'est sorti, donc on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre là-dessus, puis on a encore beaucoup, beaucoup À d'expérience. évaluer les risques aussi. Voilà. C'est un peu là. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Dominique? En quelques minutes, là, on est vers la fin de notre entrevue. T'es un gars passionné, un féru d'histoire, quelqu'un qui est un très bon pédagogue, qui aime et qui est passionné. Le BD, balado, la rédaction, tu t'engages un peu partout. Tu donnes des cours aussi au cégep. Est-ce que tu as d'autres projets? Ouais. Un homme occupé? Le 350e du village est terminé. Le 175e de l'église, c'est cette année, ça va finir bientôt. Fait que, ouais, il va falloir que je me trouve de quoi faire. En tout cas, le hockey s'en vient, là, pour gratter tes pipes, là. Ben voilà, c'est ça. Je vais aller creuser derrière chez nous. Ouais. On sait jamais. Ouais. Alors, il y a quand même des beaux projets, encore Ah, une fois. ouais, là, non, pour- je suis pas pour inquiet toi, là, là-dessus, au niveau là. de ton engagement. Et cette fascination pour les églises. Oui, bien, c'est en Europe, ils ont des châteaux. Ici, on a des églises. Oui. Puis, c'est la même affaire, hein? Dans un village. La première chose que tu peux voir d'un village quand tu roules, c'est les clochers de l'église qui dépassent de la canopée des feuilles. Puis tu fais comme, OK, wow, quel bâtiment impressionnant. Alors, ça vaut la peine de faire un tour. En fin de semaine, c'était la fin de semaine du patrimoine religieux, début septembre. On a ouvert les portes de l'église. Puis il y a des gens qui sont venus et qui nous ont dit, bon, ben conte-nous ça. C'est quoi l'histoire? Qui était là? Pourquoi les peintures sur le plafond? Puis on va vous, on peut expliquer le contexte, on peut expliquer, puis les gens sont intéressés. Fait que juste continuer de façon bénévole à dire ce qu'il y a comme histoire dans ce village-là, moi, je vais être heureux là, à faire ça. Puis c'est sans prétention aucune, hein? Être bénévole avec un big bill, puis une casquette, puis au pire, un pinceau dans les mains, puis moi, je trouve ça fascinant de faire ce métier-là. Merci d'avoir été avec nous. Un beau passionné. On les adore comme ça. Alors, merci, Dominique Charette, d'avoir été avec nous. Puis si vous promenez à Saint-François-du-Lac, là, peut-être qu'avec son Big Bill, on ira voir l'église. Poser 1 ou 2 questions, il va nous répondre, puis ça va prendre une demi-heure. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. Ça fait plaisir. Merci.